Donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Vladimir Bernardo, ingénieur avant-vente chez Serra Instruments France et je vais vous parler de l'analyse des résidus d'huile minérale, donc les MOSH/MOA, dans les aliments et d'autres produits. Je vais vous présenter également une solution clé en main pour cette analyse qui a été développée par notre partenaire, la société Axel Semro. Si vous avez des questions au cours de la présentation, vous pouvez les poser en les tapant dans la fenêtre dédiée et j'y répondrai. Un petit mot sur Essera avant de commencer. Donc, on est une société qui est basée en région lyonnaise depuis 35 ans. On est spécialisé dans les solutions d'analyse complexes à base de chromatographie en phase gazeuse. Nous sommes également revendeurs à valeur ajoutée Agilent pour la GC et la GCMS. Nous allons commencer par une introduction générale sur les MOSH/MOA, ce qu'ils sont, d'où ils proviennent et quels sont leurs effets. Les MOSH/MOA sont deux familles de molécules issues des huiles minérales. Les MOSH/MOA forment les MOH, Mineral Oil Hydrocarbone ou hydrocarbures d'huile minérale. Ces contaminants peuvent provenir des emballages, comme le carton recyclé, les sacs en toile de jute ou encore les encres utilisées sur les emballages. Ils peuvent aussi provenir des huiles et lubrifiants utilisés lors de la production, des traitements à la cire, des agents de surface ou des produits anti-poussière par exemple. Les sources de contamination sont donc multiples et peuvent être groupées en trois catégories. Celles liées à la migration de ces substances, par exemple de l'emballage à l'aliment qu'il contient, les contaminations directes qui peuvent se produire dans toutes les étapes de fabrication d'un produit, et les contaminations liées à l'utilisation d'additifs qui peuvent être introduites lors de la culture des céréales par exemple, de la fabrication et de la commercialisation. On distingue deux principales voies d'entrée des MOSH/MOA dans le corps humain, l'alimentation et les biens de consommation, notamment les produits cosmétiques comme les crèmes pour la peau par exemple. Les MOSH/MOA représentent deux familles de composés. Les MOSH d'abord, ce sont des hydrocarbures saturés, c'est-à-dire sans liaison multiple entre les atomes, linéaires ou cycliques. Les MOSH peuvent s'accumuler dans le corps humain, mais on ne connaît pas encore bien leurs effets potentiels sur les différents organes. Les MOA sont des hydrocarbures aromatiques comportant une ou plusieurs insaturations, comme des cycles aromatiques ou des doubles liaisons. Des études ont montré qu'ils pouvaient être cancérigènes. Voici un exemple de migration de résidus d'huile minérale dans du riz emballé avec du carton recyclé. 4 échantillons ont été analysés, 2 de carton recyclé et 2 de riz contenus dans ces cartons. Dans le premier échantillon de carton, une concentration de 4000 mg par kg de résidus d'huile minérale a été mesurée et de 11 mg par kg dans le riz contenu dans cet emballage. On note que seuls les composés les plus volatiles ont migré, avec moins de 25 atomes de carbone, ce qui signifie que le transfert se produit probablement en phase gazeuse. Dans le deuxième cas, on mesure également une concentration élevée de résidus dans l'emballage et une concentration plus faible dans le riz, mais on ne trouve pas uniquement des composés volatiles. La nature du transfert n'est donc pas aussi claire que dans le premier cas, car peut-être que plusieurs mécanismes sont à l'œuvre. Dans ce deuxième exemple, deux analyses ont été réalisées avant et après une étape de conditionnement de pâte à tartiner dans des bocaux en verre. On note que dans le premier échantillon, la contamination en MOSH avant l'étape de conditionnement est en dessous de la limite de détection de l'appareil, qui est de 0,5 mg par kg dans ce cas, et est donc très faible. Dans le deuxième échantillon, la contamination en MOSH après le conditionnement atteint 40 mg par kg. Ces résidus d'huile minérale peuvent donc provenir par exemple de lubrifiants utilisés lors du procédé de conditionnement. Cet exemple et le précédent sont deux exemples concrets de contamination issus de deux sources différentes et identifiées grâce aux analyses. La Commission européenne, via le Joint Research Center, son centre scientifique, a émis des recommandations sur les limites de MOA à ne pas dépasser en fonction de la teneur en graisse des aliments. Ces limites ont été publiées dans un rapport de 2019 mais n'ont pas encore été transposées dans la réglementation. Ces limites servent de base pour la discussion avec l'ensemble des acteurs impliqués, notamment les industriels de l'agroalimentaire. On peut voir que la Commission a défini 4 catégories de produits à tester: les aliments secs comme les pâtes et le riz, les aliments en teneur en matière grasse supérieure à 4%, comme le poisson et les pâtes à tartiner, les huiles et graisses, et enfin les papiers et cartons pour l'emballage alimentaire. Les teneurs maximum en MOA augmentent avec le pourcentage de matière grasse et on voit que la solution Cronect MOSH/MOA permet d'atteindre ces valeurs pour la quantification.
Les valeurs données pour l'appareil sont à prendre à titre indicatif et doivent être testées pour chaque matrice d'échantillon et peuvent donc varier. Dans le cas des aliments secs, la valeur limite dépend fortement du type d'aliment et de l'échantillon et n'est donc pas indiquée de manière générale, mais au cas par cas. Nous allons maintenant nous intéresser à la solution développée par Axel Semrau et distribuée par SRA Instruments pour la détection et la quantification des MOSH-MOA. Cette solution est clé en main, ce qui signifie qu'aucun développement ou optimisation n'est nécessaire une fois qu'elle est installée. Dans un laboratoire, elle est immédiatement fonctionnelle à 100%. Afin d'obtenir une solution clé en main, trois éléments sont nécessaires. Des instruments d'analyse performants. Ici, il s'agit d'une HPLC et un GC Agilent de dernière génération. Un robot permettant la préparation d'échantillons automatiques et l'injection des échantillons préparés sur le système. Et un logiciel pilotant l'ensemble des éléments du système, ainsi qu'un autre programme pour le traitement des résultats. Nous allons parcourir l'ensemble de ces éléments en détail. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la partie instruments d'analyse, qui sont les éléments centraux et constituent le socle sur lequel la solution est basée. La GC seule ne permet pas de séparer les fractions MOSH et MOA. Il faut donc un élément supplémentaire afin de réaliser cette séparation et cet élément est l'HPLC. Comme on peut le voir sur les extraits de chromatogrammes montrés ici, les temps de rétention en GC sont similaires pour les deux fractions. Il faut donc associer l'HPLC et la GC et rendre le fonctionnement de l'ensemble entièrement automatique. Pour cela, trois sous-éléments sont nécessaires. Un robot CTC pour la partie préparation d'échantillons, un module de contrôle Cronect développé par Axel Semrau qui permet de synchroniser l'HPLC et la GC, et le logiciel Chronos également développé par Axel Semrau et qui pilote l'ensemble. Cet ensemble est capable de gérer jusqu'à 3 canaux d'acquisition des données, a la capacité de gérer le gaz vecteur hélium ou hydrogène et contrôle la vanne de sortie des vapeurs de solvant que nous allons voir juste après. Dans cette animation, les différents éléments du système sont schématisés et le chemin de l'échantillon est représenté. Il circule d'abord sur la colonne HPLC qui effectue la séparation des fractions MOSH et MOA. Puis ces fractions sont injectées sur le GC à l'aide de l'interface Connect. Elles sont vaporisées dans la colonne de Retention Gap. La majorité des solvants, représentés en bleu, est éliminée à l'aide de la vanne SVE. Les solvants restants, représentés en rose, permettent de garder les composés les plus volatiles dans le système. Ces composés circulent ensuite sur la colonne analytique où ils seront séparés. Puis détectés par FID, les composés les moins volatiles représentés en vert sont encore présents dans la colonne de Retention Gap et circulent ensuite dans la colonne analytique où ils seront séparés. Puis détectés par FID. Le matériel de chromatographie doit répondre à certains critères de configuration et de performance pour que l'analyse soit possible. L'HPLC doit être compatible avec les colonnes d'au moins 2 mm de diamètre interne. Elle doit être compatible avec les solvants hexane et dichlorométhane. Et on doit avoir la capacité d'injecter plus de 400 microlitres d'échantillons en GC. Et la détection doit être réalisée à l'aide d'un détecteur GC-FID. Au niveau de la performance, on ne doit pas avoir de discrimination pour les composés jusqu'à 10 atomes de carbone, pas de discrimination pour les composés jusqu'à 50 atomes de carbone, et l'injection de 2 fractions LC en un seul run GC, et également une grande précision de régulation thermique et fluidique. La chromatographie liquide fait appel à une colonne de séparation spécifique et des standards internes. Les temps de rétention des standards internes permettent de vérifier la bonne séparation des fractions MOSH et MOA. Le tridécane marque le début de la fraction MOSH, le cholestane marque la fin de la fraction des MOSH, le triterbutylbenzène marque le début des MOA et le périlène marque la fin des MOA. Le schéma situé à droite résume les différents temps de rétention des analytes et des standards internes.
La détection se fait à l'aide d'un détecteur UV à une longueur d'onde de 230 nanomètres. Chaque fraction représente un volume de 450 microlitres. D'autres standards internes permettent de vérifier le bon fonctionnement et les performances de la partie GC. L'indécane a un temps de rétention correspondant au composé volatile de la fraction moche et le pentylbenzène correspond au composé volatile des MOA. Comme nous l'avons vu, la GC fait appel à deux colonnes. Une colonne vide qui permet de vaporiser l'échantillon et les solvants venant de l'HPLC, et une deuxième permettant la séparation partielle des molécules constituant les MOCH et MOA. Le solvant contenu dans la fraction des MOCH est uniquement de l'hexane, et la fraction des MOA contient à la fois de l'hexane et du dichlorométhane. La colonne de retention gap a été spécialement sélectionnée et testée par le fabricant pour garantir une réponse uniforme sur la gamme de composés d'intérêt et ne pas fausser le résultat de l'analyse. La colonne de séparation est également testée par le fabricant afin de garantir ses performances. Si on regarde au niveau du logiciel, on peut sélectionner le canal MOCH ou MOA, ou les deux, en un clic. Si on regarde cette fois la configuration globale du système, la plateforme est pilotée par le logiciel Chronos. Un deuxième logiciel appelé Crolibri est dédié au traitement des données. Le système dispose de deux canaux de GC fonctionnant en parallèle, un pour les MOCH et un pour les MOA, ce qui permet de diviser le temps d'analyse par deux puisque les deux analyses se font en parallèle. La séquence d'injection ou la liste des échantillons est établie une seule fois pour l'ensemble des étapes, sans autre réglage à effectuer. Chaque appareil est testé deux fois pour vérifier que les performances analytiques sont atteintes, une fois chez le fabricant avant l'expédition et une deuxième fois chez le client après l'installation. C'est l'ensemble de ces éléments qui constitue la solution clé en main. Arrêtons-nous un instant sur un élément spécifique du système, la colonne de retention gap. La colonne de retention gap est un élément central du système et ses performances doivent être vérifiées. Elle doit permettre de réduire le plus possible les pertes d'analytes et doivent permettre de transmettre l'ensemble des analytes à la colonne de séparation de manière uniforme. La performance est testée avec l'injection d'un mélange d'alcanes à des concentrations connues et qui sont comparées à celles mesurées par l'appareil. Le fabricant garantit un rendement supérieur à 80% pour des molécules allant jusqu'à 50 atomes de carbone. Nous allons maintenant voir des exemples de résultats qui démontrent les performances du système en matière de limites inférieures de détection et de quantification. Dans ce premier exemple, il s'agit d'un échantillon d'huile d'amande dopée avec de l'huile minérale à 2 ppm ou mg par kg de MOCH. Cet échantillon est injecté directement sur le système, sans préparation préalable, et on voit que le système est capable de détecter et de mesurer les 2 ppm de MOCH présents dans l'échantillon. La bosse en bleu est un pic non résolu correspondant à la fraction des MOCH. Dans ce deuxième exemple, il s'agit du même échantillon, mais cette fois-ci dopé à 2 ppm de MOA. Une fois encore, il est injecté directement sans préparation et les 2 ppm sont détectés et quantifiés par le système. Dans ce troisième exemple, un échantillon d'huile de tournesol est dopé avec de l'huile minérale. On voit dans ce cas sur le chromatogramme des pics qui apparaissent au-dessus de la bosse correspondant aux MOCH. Ces pics correspondent à des alcanes biogéniques, qui sont des molécules naturellement présentes dans l'huile de tournesol. Ces molécules rendent l'analyse difficile et imprécise, car les pics interfèrent avec les MOCH. Dans ce cas, une préparation de l'échantillon est nécessaire afin de réduire ces interférences, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons maintenant nous intéresser à la préparation d'échantillons automatisés. Le système fait appel à un robot CTC PAL3 de dernière génération. Le robot réalise les étapes de préparation d'échantillons, comme l'ajout d'un standard interne par exemple, puis injecte l'échantillon sur le système pour analyse. De plus, d'autres étapes de la préparation, comme le lavage à l'oxyde d'aluminium, sont réalisées en ligne, directement dans l'HPLC après l'injection. Le but d'une préparation d'échantillons automatisée, en plus de gagner du temps, est d'augmenter les performances de la méthode analytique en augmentant sa répétabilité et sa justesse comparée à une préparation manuelle. La préparation d'échantillons en elle-même permet d'abaisser la limite de quantification en diminuant les interférences qui sont dues aux substances présentes dans la matrice de l'échantillon. Les différentes étapes de la préparation d'échantillons peuvent être sélectionnées et désélectionnées en un clic dans la liste des échantillons. Voici les 4 grandes étapes de préparation d'échantillons réalisées par le système.
La saponification et l'époxydation sont deux étapes réalisées par le robot en amont de l'injection. Nous allons les détailler dans un instant. Le lavage à l'oxyde d'aluminium permet de supprimer les alcanes biogéniques qui interfèrent avec les moches. La déplétion des moches est requise pour l'analyse des cosmétiques contenant une grande concentration de moches qui peut masquer les MOA éventuellement présents. Ces deux étapes sont réalisées en ligne directement dans l'HPLC après injection. Commençons à parcourir ces différentes étapes par le lavage à l'oxyde d'aluminium ou ALOX en abrégé. Historiquement, ce traitement est réalisé manuellement avant l'injection. Il demande du temps, car l'éluant doit être évaporé avant l'injection pour éviter une trop grande dilution de l'échantillon. En outre, deux injections successives sont nécessaires pour analyser les deux fractions. Dans la solution que nous proposons, le lavage est réalisé en ligne, sans aucune intervention de l'utilisateur. Une seule injection est réalisée pour les deux fractions, qui seront séparées chacune sur un canal GC dédié. Ceci permet un gain de temps significatif sur les analyses. Les chromatogrammes montrés à gauche de l'écran correspondent à l'échantillon montré dans l'exemple 3 de la partie précédente. On voit qu'après lavage à l'oxyde d'aluminium, les alcanes biogéniques n'apparaissent plus et la bosse des moches peut être intégrée proprement. Voici en détail le fonctionnement du lavage à l'alox en ligne. L'échantillon est d'abord injecté sur la colonne en gel de silice pour la séparation des fractions moches et MOA. À l'aide d'un système de vannes, les fractions moches et MOA séparées sont injectées sur la colonne contenant l'oxyde d'aluminium sur laquelle le lavage sera effectué. Les deux fractions circulent dans le détecteur UV de l'HPLC, puis sont injectées chacune sur une voie du GC. La circulation sur la colonne en oxyde d'aluminium est activée en un clic dans le logiciel et peut être désactivée dans le cas où elle ne serait pas utile, afin de préserver la durée de vie de la colonne en oxyde d'aluminium. On voit ici encore un exemple montrant la différence sur le chromatogramme d'un même échantillon avec et sans lavage. Les pics interférents ont été sensiblement réduits grâce au lavage à l'oxyde d'aluminium. La déplétion des moches est également réalisée automatiquement en ligne. C'est une étape optionnelle, principalement utile pour les échantillons de matières premières pour les produits cosmétiques, les produits d'hygiène et les crèmes pour la peau par exemple. Traditionnellement, elle est réalisée manuellement selon le protocole montré ici, avec une extraction à l'hexane et deux dilutions différentes pour les moches et les MOA. La forte teneur en moche se traduit par un pic saturé ou très large, comme sur le chromatogramme montré ici. Cette déplétion se fait en deux étapes à l'aide d'un système de 3 vannes à 6 voies et une précolonne en gel de silice, qui est polaire. Dans un premier temps, l'échantillon circule à travers la précolonne, puis est dirigé vers l'évacuation. Les substances les plus polaires, comme les MOA, seront retenues. Les autres moins polaires, comme les moches, sont évacuées. Dans un second temps, la position de la vanne est modifiée et le sens de circulation inversé. La précolonne est rétro-balayée afin de désorber les MOA et les autres substances polaires retenues sur sa face stationnaire. Le flux est ensuite dirigé à travers la colonne de séparation HPLC. L'époxydation permet de séparer les oléfines naturelles qui interfèrent avec les MOA. Ces substances sont naturellement présentes dans de nombreux fruits et légumes, comme les carottes ou les patates douces par exemple. Elles provoquent des pics saturés en GC et peuvent masquer les MOA, comme montré ici avec un exemple d'huile végétale dopée à l'huile minérale. Les faibles quantités de MOA sont donc difficilement détectables. Pour remédier à cela, il faut séparer ces oléfines naturelles des MOA, mais cette séparation est rendue compliquée par la faible différence de polarité entre les oléfines et les MOA. On accroît donc la polarité de ces oléfines en modifiant leur structure chimique. On appelle cette étape une dérivatisation, avec une substance appelée MCPBA, acide métachloroperbenzoïque, et on les sépare des MOA par HPLC. Pour réaliser cette époxydation, la méthode classique dite de Biedermann est réalisée dans le dichlorométhane à une température de 0 degré, avec un changement de solvant vers l'hexane. Une nouvelle méthode appelée époxydation éthanolique plus simple a été développée par Nestola. Elle permet d'atteindre des résultats similaires à ceux de la méthode classique, tout en comportant moins d'étapes. Elle prend place dans l'éthanol, à température ambiante, donc il n'y a pas besoin de refroidir le milieu réactionnel ni besoin de changer de solvant.
Cette simplification a permis son automatisation dans la solution que nous proposons. L'étape d'époxydation peut être activée en un clic dans la séquence d'injection, comme les autres options. Ici, on voit qu'elle permet d'éliminer les interférences dans un échantillon d'huile de palme. Le pic masquant les MOA disparaît presque entièrement après époxydation. À droite, on voit qu'après époxydation d'un échantillon d'huile végétale, on peut atteindre une limite de détection pour les MOA de 2,8 ppm. Le fabricant Axel Sembro a développé un procédé entièrement automatisé pour préparer les échantillons et analyser les huiles alimentaires. En combinant l'époxydation vue précédemment et une étape de saponification, également automatisée. La saponification permet de réduire la teneur en matière grasse de l'échantillon d'huile et ainsi éviter les problèmes liés à la saturation de la colonne HPLC par ces matières grasses. Un autre axe d'amélioration a été le remplacement du réactif d'époxydation MCPBA par l'acide performique généré in situ, c'est-à-dire dans l'appareil, car il est instable. Ceci permet de s'affranchir de l'étape de lavage à l'eau du MCPBA. Plusieurs matrices ont été testées avec cette nouvelle méthode et ont montré de bons résultats, comme le beurre de cacao, l'huile de noix de coco, la margarine, l'huile d'olive, l'huile de palme, l'huile de colza, le beurre de karité, l'huile de tournesol, etc. Ce procédé a été testé et validé lors d'essais interlaboratoires. Une valeur de 0,63 mg par kg ou ppm de MOA a été obtenue pour l'huile de tournesol, ce qui démontre une très bonne sensibilité de la méthode, obtenue grâce à l'époxydation et donc la diminution des interférences. La reproductibilité a également été testée et un intervalle de plus ou moins 4,3% a été obtenu pour une concentration de MOA de 2,12 ppm. Ces valeurs démontrent les performances élevées de la méthode analytique. L'outil de collecte des fractions liquides, appelé Fract & Collect, est proposé en option avec la plateforme d'analyse. Cet outil, comme son nom l'indique, permet de récupérer les fractions MOSH et MOA après leur séparation en HPLC et de les injecter sur un autre système, par exemple un GC par GCMS pour identifier individuellement les molécules qui les composent. On voit ici un exemple d'échantillon injecté sans lavage à l'alox, injecté directement en GC par GCMS, et le même échantillon injecté après séparation HPLC, lavage à l'alox et collecté avec l'outil Fract et Collect. Dans le deuxième cas, on voit que les oléfines naturelles ont été en grande partie éliminées de l'échantillon et ne masquent plus les composés d'intérêt, puisqu'on voit que les pics rouges saturés ont disparu. On peut donc se servir du système et de l'outil Fract & Collect comme un outil de préparation d'échantillons automatisé pour la GC par GC-MS. Nous allons maintenant passer à la dernière composante du système, qui est la partie logicielle et qui permet de piloter l'ensemble du système et de traiter les résultats d'analyse. Le logiciel utilisé pour contrôler la plateforme est appelé Chronos. Il combine le pilotage de la préparation d'échantillons et de l'analyse avec la réalisation d'étapes en parallèle afin d'optimiser la durée du processus. En effet, on voit que les étapes de préparation d'un échantillon sont réalisées en même temps que l'analyse de l'échantillon précédent. Grâce à cela, on peut réaliser 4 analyses en moins de 2h30. Comme nous l'avons vu, l'activation des étapes optionnelles de préparation est réalisée en un clic dans la liste des échantillons à analyser. L'activation des canaux de détection MOSH ou MOA ou les deux en parallèle est également faite en un clic dans la séquence d'injection de Chronos. Le deuxième logiciel utilisé est appelé Crolibri et est dédié au traitement des résultats. Il s'agit d'un logiciel spécialement conçu pour le traitement des données MOSH-MOA et qui permet d'intégrer et de quantifier les bosses non résolues correspondant aux fractions MOSH et MOA, en bleu sur l'exemple de chromatogramme, et à la soustraction des pics présents au-dessus de celle-ci, ici en vert et en rouge. Ceci étant difficilement réalisable avec un logiciel classique de chromatographie. L'intégration des standards internes, la création et l'export de rapports avec des modèles personnalisés et le transfert des résultats au LIMS du laboratoire sont aussi possibles. Dans le logiciel Crolibri, la revue des chromatogrammes s'effectue facilement et un clic permet le passage d'un canal à l'autre. L'intégration et la soustraction des pics sont accessibles dans des onglets séparés. Les résultats sont regroupés dans un tableau de manière claire et lisible, reprenant l'ensemble des informations utiles.
comme les intervalles de temps de rétention, les concentrations de chaque sous-groupe de composés et l'aire des pics ou bosses correspondantes. Le chromatogramme de l'échantillon sélectionné est affiché sur le côté droit, permettant une vérification de l'intégration en parallèle. Passons maintenant à la conclusion de cette présentation. Nous avons donc parcouru la station de travail clé en main développée par Axel Semro et basée sur 10 ans d'expérience d'analyse des résidus d'huile minérale. La préparation d'échantillons et l'analyse sont entièrement automatisées. Les tests à la sortie de l'usine et dans le laboratoire de l'utilisateur permettent de garantir le fonctionnement et les performances de l'appareil. Plus de 200 installations de ces machines ont déjà été réalisées dans le monde. Le logiciel de contrôle Chronos et celui de traitement de données Crolibri ont été spécialement conçus pour les Moshmoa. La création de séquences en quelques clics et une seule interface pour l'ensemble des systèmes rendent son utilisation facile et accessible. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre dédiée. Je vais maintenant y répondre.